Il en a vu débarquer des voyageurs, ce vieux port. Il en est passé sur ses quais des baluchons, des paniers, des ballots, des malles et des valises en carton. 26 siècles d'histoire tournés vers la mer, vers l'Orient, vers l'Afrique. Vague après vague, tous les peuples de la Méditerranée ont accosté à Marseille. Le petit comptoir marchand créé par des navigateurs phocéens est devenu le 3e port d'Europe. Aujourd'hui, Galilée accoste sur la Canepierre. Non, attendez, il est 9-14. Il est 9-14, il va 6-21. Il monte vers le nord. De gros navires. Sur Marseille, c'est 4800 Marseille. Plus tous les mouvements des toutes petites embarcations, style ponton, petits remorqueurs, tous ces petits trucs. Alors là, vous avez plusieurs milliers d'autres mouvements. Avant, quand il arrivait un bateau, il y avait une nuée de dockers qui étaient autour. Maintenant, c'est rien que tout automatique. On n'a plus qu'à surveiller. Il y a plus de travail, mais on en fait moins. 5000 bateaux, 1 500 000 passagers par an. Marseille est le premier port de France, le 3e en Europe derrière Rotterdam et Anvers. Les années 60 avaient même fait de lui le principal port d'accueil d'Europe, voyant débarquer chaque jour des centaines d'immigrants venus chercher du travail. Pourquoi sont-ils tous passés par ici? Là aussi, maintenant, ils arrivent, les émigrés. Il y a toujours les bateaux qui vont en Algérie, au Maroc, tout ça, ils viennent ici. D'où vient cette vocation de Marseille à donner rendez-vous à tous les peuples de la Méditerranée? Pourquoi dit-on qu'elle est la plus africaine des villes de France? D'emblée, il semble que le choix du site du Vieux-Port n'est pas dû au hasard. C'est un point de rencontre. Un point de rencontre entre une route est-ouest, qui est une route terrienne. Elle passe un petit peu plus au nord, c'est la Via Domitia, elle passe un peu plus au nord, vers Aix plutôt. Et de l'autre côté, il y avait la voie nord-sud. La voie nord-sud qui va vers le nord et l'est du pays, vers l'intérieur. Et de l'autre côté, la voie vers la mer, l'ouverture sur la mer qui se fait en direction évidemment de l'Afrique. Au bout du Vieux-Port, l'avenue d'où sont partis avant de gagner Paris, Zidane, Yves Olivier, plus connu sous le nom d'Yves Montand, la Canebière. Mais ces Marseillais-là n'étaient pas les premiers à venir d'ailleurs. Sur la gauche de l'avenue, derrière les façades des immeubles, on a retrouvé en 1969 la trace des premiers immigrants. Ils vivaient au VIe siècle avant Jésus-Christ et ils venaient d'une cité de l'actuelle Turquie qui, à l'époque, s'appelait Phocée. Les Phocéens installent donc ici une colonie. Plus tard, sous l'Empire romain, la ville s'appellera Massilia. À cette époque, les quais du port gagnent sur l'intérieur des terres. Oui, il y a du gazon, mais le vert, il faut imaginer que c'est l'eau. Les bateaux arrivaient donc depuis ce qui maintenant est des immeubles et on sait que les navires antiques accostaient par 3 quarts avant, c'est-à-dire non pas du tout par l'arrière comme on a plutôt tendance à le faire maintenant, mais 3 quarts avant et ils avaient les passerelles qui permettaient de décharger. Alors donc, les spécialités, visiblement le vin, on sait qu'il était exporté même à l'époque romaine jusqu'en Italie, jusqu'à Rome. Et puis alors Marseille a produit beaucoup de céramique aussi, donc il y avait des échanges dans les deux sens et Marseille, elle, avait un commerce très important avec la Gaule, remontant le long du Rhône et échangeant avec les princes celtiques. Le filigrane dans l'histoire commerciale de Marseille pour l'Antiquité va être qu'à toutes les périodes, sans aucun arrêt, il y a toujours des liens avec la Méditerranée orientale, dans un sens comme dans l'autre. Avec les invasions barbares, c'est vers Constantinople et l'est de la Méditerranée que se déplace le commerce maritime. Marseille s'endort pour plusieurs siècles, tout le Moyen-Âge. La cité phocéenne a-t-elle disparu de l'histoire? La grande période, la grande coupure, c'est 1660. Louis XIV prend Marseille, entre dans Marseille, l'enceinte est détruite. Marseille perd en principe ses libertés, devient une ville comme les autres. On va construire une ville bourgeoise. Et en même temps, Marseille reçoit de Colbert ces privilèges qui vont lui permettre de devenir une véritable capitale économique en Méditerranée. C'est-à-dire que les négociants marseillais vont désormais contrôler tout le trafic
français vers les échelles du Levant, en direction de la Méditerranée orientale. 18e siècle, la France est le pays le plus puissant du monde. Marseille sera son grand port sur la Méditerranée et pour la ville, la grande aventure maritime recommence. Le XVIIIe siècle a vu un développement économique, un développement commercial déjà prodigieux, mais tout ça reste encore dans le Vieux-Port, reste encore dans cette étroite bande du Lacidon. Alors, il est évident que lorsque les compagnies maritimes nouvelles, lorsque la navigation à vapeur va arriver avec le XIXe siècle, il va falloir changer tout cela. C'est toute une série de lieux nouveaux qu'il va falloir créer, tout un port, une architecture, une structure portuaire nouvelle que l'on va créer avec le port de la Joliette qui se trouve ici. Alors, se transforme brusquement cette activité portuaire. Et puis il y a l'ouverture des nouvelles routes maritimes, des routes régulières. C'est-à-dire que c'est non seulement la Méditerranée, mais au-delà, à partir de 1870, 1869, le canal de Suez qui va s'ouvrir, les grandes navigations vers l'Atlantique, par Gibraltar, et puis par la côte ouest de l'Afrique. Tout ça, c'est le nouveau champ de Marseille. Ce nouveau champ, c'est à nouveau ici, sur la Canebière, qu'on en trouve le témoin principal. C'est dans cette salle superbe, cette salle immense qui a été construite sous le Second Empire que les négociants marseillais venaient réaliser leurs affaires. Chaque pilier représentait une destination, des produits, et les négociants s'y regroupaient en fonction de leurs intérêts et de leurs besoins. Par exemple, ici, vous aviez tous les négociants qui travaillaient avec La Plata. Sous celui-là, vous aviez ceux qui travaillaient avec l'Australie. Ici, vous aviez encore avec toute la mer Baltique. En face, la Chine, l'Indochine, la côte occidentale d'Afrique. Tout ce petit monde-là venait dans cette salle-là pour faire ces échanges. Et c'était vraiment le pouls économique, le pouls commercial de Marseille. Ces relations avec les colonies ont des répercussions considérables pour la ville. Elles lui valent le titre de capitale coloniale de la France, mais surtout, elles en bouleversent la population. C'est-à-dire que c'est une économie en plein développement, et cela oblige à faire appel à la fois à des techniciens, à des cadres, hein, mais aussi, bien entendu, à une main-d'œuvre de plus en plus abondante, une main-d'œuvre de dockers, une main-d'œuvre d'ouvriers. Et cette main-d'œuvre-là, on va la trouver, bien sûr, on va la trouver dans le reste de la France. Donc, bien sûr, il viendra des Gavots, des Alpes, mais il vient aussi des Italiens, surtout des Italiens. Hein, le Piémont, la Toscane, Naples. Et il y a un moment où la population marseillaise a un cinquième ou un quart de population italienne, ce qui est considérable. Mais cela ne suffit pas, et peu à peu de nouveaux arrivent, qui sont des Espagnols, des Grecs, des gens qui viennent de tout le bassin méditerranéen. Et Marseille devient cosmopolite. C'est dans les rues qui dominent le Vieux-Port qu'on trouve la trace de ces premières vagues d'immigrés du XIXe siècle, ces Italo-Corses du quartier du Panier. Ici, le Panier est un espace qui est en même temps ouvert vers l'autre ville, Marseille, et en même temps un quartier un peu réservé, dans lequel des rues, on va retrouver des Corses du Sud, dans d'autres rues des Corses du Nord, et puis dans d'autres rues des Italiens du Piémont ou des Italiens de Sardaigne, par exemple. Donc on a parfois la recréation de villages. Les ruelles tortueuses et je dirais presque torturées aussi. Donc un quartier où il est difficile de pénétrer pour les forces de l'ordre. Et c'est vrai que Marseille va traîner pendant très longtemps cette mauvaise réputation dans ce quartier où la pègre italienne et la pègre corse vont de pair. La partie basse du Panier ne ressemble plus à Palerme. Elle a été rasée par les Allemands pendant la guerre qui la jugeaient trop insalubre et difficile à contrôler. Inversement, si l'on s'éloigne un peu du port en direction du cours Belzins, c'est à Istanbul ou à Marrakech qu'on se croit. On est rue dominicaine et rue des Petites Vertus, c'est ça? Non, des Petites Maries. Les Petites Vertus, elles descendent là. Celles qui descendent. On est au cœur même du quartier commerçant de Belzins, qui est un quartier de vieille immigration maghrébine sur le quartier, mais aussi arménienne un temps, juive d'Afrique du Nord. Et donc c'est devenu petit à petit, tout au long du XXe siècle jusqu'à actuellement, un quartier majoritairement maghrébin, mais avec d'autres populations. Et c'est toutes ces populations arrivées par la mer qui font Marseille ou qui vont plus loin.
Prenez un exemple simple, les Arméniens. Les Arméniens, ils arrivent de la Méditerranée orientale. Ils viennent, c'est une migration politique. Hein. Ils arrivent dans les années 1920 à peu près. Ils sont là quelques dizaines de milliers. Ils arrivent d'abord à Marseille et puis après, on les voit remonter le long de la vallée du Rhône. On les retrouve dans les régions grenobloises, dans les régions lyonnaises et puis ils vont jusque dans la région parisienne. C'est une migration de transit qui peu à peu gagne le nord de la France. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement sur les docks de la Joliette que les immigrés venus des quatre coins de la Méditerranée ou d'ailleurs contribuent au succès de leur pays d'accueil. Mais même si l'immigration s'est maintenant quelque peu ralentie à Marseille, elle reste au cœur de l'identité de la ville. Il suffit pour s'en convaincre d'aller voir encore une fois ici, à l'angle de la Canebière et du Vieux-Port. L'OM a toujours eu des joueurs étrangers en vedette et les joueurs étrangers n'ont jamais été sifflés comme ailleurs, au Real Madrid pour ne pas les citer, ou en Italie, ou à Paris même. Hein. Les joueurs noirs comme Joseph, comme Ben Barek, Glady Ben Barek, avant-guerre, après-guerre, même pendant la guerre d'Algérie, c'était des gens qui étaient reconnus et qui étaient marseillais, il n'y a pas de problème. Vous avez des quartiers comme Beaumont qui sont restés arméniens, Beaumont, les Grands-Pins du côté de Saint-Loup, et puis après les choses se mélangent, après les quartiers nord, les quartiers nord avec Saint-André, Saint-Henri, Sainte-Marthe qui sont mélangés de tout, encore de vieux Marseillais, de Corse, d'Italiens, de ce qu'on dit à nouveau de Maghrébins, d'Africains, enfin, et l'ensemble fait au stade Vélodrome les supporters de l'Olympique de Marseille. Et c'est comme ça, on vit pour le foot, ça parle de foot. Le matin, on achète le journal, on lit pas les faits divers, on lit pas la politique. On prend un page de sport, boum, et on regarde le sport, l'OM. Autant les Arméniens, autant les Italiens, les Maghrébins, ils ont tous cette passion autour de l'OM. Ils vont tous vibrer par rapport à ça. Ça les fait délirer, mais c'est normal, c'est notre ville aussi en même temps. Parce qu'on devient Marseillais. On attrape l'accent facilement aussi. On ne le perd jamais. Le port de Marseille aujourd'hui ne se limite plus au Vieux-Port, ni même à la Joliette. Il s'étend jusqu'à Fos et l'étang de Berre, au-delà des collines. Mais en 26 siècles d'histoire, des Phocéens à nos jours, la vocation du site, finalement, c'est quoi? Alors ce site-là, c'est tout simplement un lieu de passage privilégié. Un lieu de passage privilégié, mais qui entretient une espèce de rêve, précisément, de ce rêve de l'au-delà. Vous savez, Marseille porte de l'Orient. Eh bien, Marseille porte de l'Orient, oui, vous n'avez qu'à regarder vers la mer, c'est l'Orient qui vient vers nous.